Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Eva Santé. Ce soir, nous allons continuer de parler du cancer, mais cette fois-ci d'un type spécial de cancer. Il s'agit du cancer de sang. Et encore plus spécifiquement, nous parlerons de la leucémie myéloïde chronique. Pour parler donc de ce type de cancer de sang, nous avons fait appel à Dr Ibrahima Kamara. Il est médecin spécialiste d'hémato-oncologie et point focal de JIPAD Guinée à l'hôpital national. Donc, entendez par JIPAD une ONG internationale d'aide à la prise en charge du cancer. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et donc, vous avez accepté de parler du cancer du sang, Oui. et spécialement de la leucémie myéloïde chronique. Je rappelle d'ailleurs à nos aimables téléspectateurs que vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de médecine odontostomatologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Merci. Donc, d'entrée de jeu, docteur, vous allez définir ce que c'est qu'un cancer en général et après parler du cadre du cancer en liaison avec le liquide. C'est un peu plus surprenant pour les aimables téléspectateurs. Oui, je crois que c'est tout à fait juste. C'est peut-être de nouveauté chez nous ici parce qu'on connaît mieux le cancer du col, le cancer du sang, mais dire qu'il y a des cancers du liquide, c'est un peu surprenant pour ceux qui ne sont pas bien informés. Et effectivement, cela est dû au fait que le professeur Namouri a fourni énormément d'efforts dans le cadre de la prise en charge des cancers de l'utérus, du col. Tous ces dévanciers se sont investis, effectivement, ils ont fait connaître au moins qu'est-ce que c'est le cancer dans leur domaine. Le cancer, en général, c'est quoi? C'est une maladie qui a pour mécanisme une prolifération anarchique, incontrôlée et incessante. Donc, une prolifération anarchique, incontrôlée et incessante d'une cellule. Ce cancer peut frapper n'importe quelle cellule de l'organisme. Alors, comme ça peut frapper n'importe quelle cellule de l'organisme, les cellules sanguines peuvent également être frappées par un processus oncogène. Alors, c'est ainsi qu'on a les cancers du sang, on a les cancers solides. Nous appelons cancer solide et cancer du sang. Cancer solide, du point de vue diagnostique, il faut absolument l'anatomopathologie pour confirmer. Alors que le cancer liquide, il faut l'hématobiologiste vraiment pour se prononcer. Alors la différence, c'est que dans le cadre du diagnostic, il y a l'intervention de l'hématobiologiste pour le cancer du sang et l'anatomopathologie pour le cancer solide. Parmi ces cancers du sang, il y en a plusieurs, donc il faut les diviser en deux groupes. Nous avons les cancers liés au syndrome myéloprolifératif du sang, c'est-à-dire les trois lignées, la lignée rouge, la lignée plaquettaire et la lignée granulocytaire. Ce sont les trois cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Alors, ces lignées-là peuvent être frappées par un processus de prolifération anarchique incontrôlée et incessante, c'est ce qui les fait rentrer dans le cadre du cancer. Alors, cette prolifération, si ça prédomine sous la lignée rouge, on parle de la polyglobulie primitive. Si ça prédomine sous la lignée blanche, on parle de leucémie. Si ça prédomine sur la lignée plaquettaire, on parle de thrombocystémie essentielle. Alors, pratiquement, ça, c'est le syndrome myéloprolifératif. Il y a également le syndrome lymphoprolifératif, où on a la maladie de Calais, nous avons la leucémie lymphoïde chronique, nous avons la maladie de Waldenström. Ça, ce sont deux grands types de cancer du sang. Cancer du sang, nous comprenons bien sûr, vous avez utilisé des mots techniques, mais nous vous comprenons, Oui. Parce qu'en parlant du cancer du sang et de ces différentes lignées qui sont attaquées, Oui. on sent que ces lignées constituent, disons, les composants du sang, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, et donc, bien que le professeur Anis Adi soit plusieurs fois venu dans
cette émission. Je veux parler par deux fois. Il est venu et il nous a parlé du cancer en général. Il était plus focalisé sur les organes et nous a bien élucidé sur les causes. Mais ça n'empêche, parce que la répétition en pédagogie est mieux pour ces aimables téléspectateurs. Est-ce que vous avez un mot à dire sur les causes en général du cancer? En général, les cancers n'ont pas de cause. Les cancers n'ont pas de cause, mais il y a des facteurs favorisants. Ces facteurs favorisants sont d'ordre génétique. C'est le cas de la trisomie 21. Quelqu'un qui a une porteur de trisomie 21 peut, à la longue, avoir une défaillance au niveau de régulation oncogène, anti-oncogène. Ça peut entraîner, c'est une des causes. Mais il y a des facteurs liés à l'environnement. Les facteurs liés à l'environnement, c'est l'utilisation des herbicides, des insecticides, les engrais chez les agronomes, c'est un facteur cancérigène. Il y a des facteurs liés au rayonnement ionisant. Il y a les causes liées aux infections, notamment les infections virales. C'est le cas de VIH, de l'hépatite B et C. Ça, vous avez ces cancers-là. Vous avez également des facteurs liés aux dérivés du benzénique. Les gens qui utilisent des peintures, qui sont dans le pétrole. Mais il y a d'autres facteurs, tels que les facteurs liés aux médicaments, l'utilisation des alkylants. Dans la chimiothérapie que nous utilisons souvent, l'utilisation de ces alkylants, c'est-à-dire des anticancéreux, peuvent être des facteurs cancérigènes. C'est-à-dire, ils peuvent induire, chez l'hématologue, ils peuvent induire une myélodysplasie, qui est un précurseur de la leucémie myéloïde chronique. Alors, docteur, venons-en maintenant au thème spécifique du cancer du sang, c'est-à-dire la leucémie myéloïde chronique. Qu'est-ce que ça veut dire et elle est due à quoi? La leucémie myéloïde chronique est aussi une des parties du cancer du sang, faisant partie du grand groupe du syndrome myéloprolifératif que je venais de dire tout à l'heure. La leucémie myéloïde chronique se définit comme étant une prolifération anarchique portant sur la lignée granulocytaire, c'est-à-dire ça porte sur la lignée des globules blancs, associée à la présence... Mais écoutez, docteur, les globules blancs, un téléspectateur ne comprend pas. Quel est son rôle, au fait? Les globules blancs, ce sont les soldats de l'organisme. C'est eux qui défendent l'organisme en cas d'agression. C'est les polynucléaires, neutrophiles, éosinophiles, basophiles, les lymphocytes, les monocytes. Donc ce sont ces cellules... Ce sont ces soldats qui défendent l'organisme. Leur grande lignée, on les appelle la lignée blanche ou la lignée granulocytaire ou la lignée leucocytaire. Donc quand ils sont dans ces substances, sont dans le sang et que le cancer les attaque, automatiquement, le cancer va les frapper à un certain niveau, surtout au niveau des cellules souches. C'est quand au niveau des cellules souches, ils ont perdu cette faculté de contrôle, c'est-à-dire une cellule est programmée pour une mort, mais dans les cas de cancer du sang, comme les autres cancers, il y a un problème d'apoptose, c'est-à-dire il y a une prolifération qui fait que la cellule augmente de volume. Les blancs, les normales, c'est de 4 à 10 000. Alors, quand il y a un processus cancéreux, un processus oncogénique, il y a une augmentation anarchique. Au lieu qu'on trouve de ces soldats, au lieu que ça soit de 4 à 10 000, qui est normal, qui est conventionnel, on le retrouve que ces soldats sont montés jusqu'à 150 000, à 200 000, à 300 000. Donc, c'est curieux de comprendre, si un pays a beaucoup plus de soldats, il doit être plus sécurisé normalement. Bon, mais c'est que ces soldats ne répondent pas aux normes standards de défense. Alors, cette prolifération anarchique des globules blancs, associée à la présence du chromosome Philadelphie, l'oncogène de la leucémie myéloïde chronique, du chromosome Philadelphie, donc, ou de son oncogène, ça veut dire que ce qui est à la base, ou de son équivalent moléculaire qu'on appelle ABL-BCR. Donc, nous définissons la leucémie myéloïde chronique
Une prolifération prédominante sur la lignée blanche associée à la présence du chromosome Philadelphie ou son équivalent moléculaire et l'évolution de la maladie en 3 phases. Il y a la phase chronique, il y a la phase d'accélération, il y a la phase de transformation. C'est ça la définition de leucémie myéloïde chronique. D'accord. Mais à vous, quand ça veut dire cette leucémie est due à ce germe, vous avez parlé de chromosome. C'est lié à une translocation. Il y a une translocation sur l'effet des facteurs, les facteurs déclenchants, les facteurs favorisants du cancer. Il y a ces effets-là vont induire une modification au niveau de régulation système oncogène et anti-oncogène. Vous verrez que le germe, l'oncogène responsable va être supplanté, va supplanter le phénomène anti-oncogénique, ce qui va entraîner favoriser une prolifération. Mais cette prolifération va entraîner quoi? Ça va entraîner l'obtention d'une protéine hybride qu'on appelle le chromosome Philadelphie. C'est ça la particularité de cette pathologie. La présence du chromosome Philadelphie fait que même si vous traitez sur le plan conventionnel la leucémie, tant que vous ne touchez pas le chromosome Philadelphie, le gène responsable, vous n'avez pas traité la maladie. Donc la maladie va toujours rester. Ça a toujours été, vous allez avoir bonne mine, mais vous allez, tant que le phénomène oncogène n'est pas touché, alors ce chromosome Philadelphie n'est autre qu'une translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22. C'est pour cela souvent on met translocation chromosome 9 et 22 dans la leucémie myéloïde Vous chronique. êtes pleinement en génétique, d'accord. Oui. Je crois que nos téléspectateurs sont censés comprendre beaucoup plus. Oui. Et surtout, quand vous parlez de facteurs oncogènes, je voudrais leur rappeler que ce sont les facteurs qui sont à la base du cancer. Voilà, et vous faites bien de nous parler de ce type de cancer, le cancer du sang. Oui. Donc, aimables téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes avec Dr Ibrahima Kamara. Il est médecin spécialiste d'hémato-oncologie. Il est point focal de JIPAD Guinée à l'hôpital national d'Anka, entendé par JIPAD, une ONG internationale d'aide à la prise en charge du cancer. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui donc du cancer du sang, et spécialement de ce type de cancer qu'on appelle la leucémie myéloïde chronique. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler des manifestations de la leucémie myéloïde chronique? Voilà, la leucémie myéloïde chronique, comme je viens de définir, c'est une pathologie, non seulement il y a une prolifération qui porte sur la lignée blanche, il y a la présence de chromosome Philadelphie, il y a l'évolution de la maladie en 3 phases. C'est pendant ces phases-là qu'on peut détecter les différents signes. À la phase chronique, par exemple, le malade n'a rien. Il ne se plaint de rien. Peut-être il peut avoir une petite splénomégalie, une petite augmentation du volume de la rate. Mais, sur le plan biologique, il peut avoir une augmentation du nombre des globules blancs. C'est ce qui va caractériser la phase chronique. Le malade ne se plaint de rien. Et cette phase-là dure de 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. 4 à 5 ans, il est bien sportif. Si c'est un malade, si c'est quelqu'un qui ne fait jamais de bilan, ça ne va jamais être détecté. Donc, pendant vous n'avez pas de signe, la découverte elle est fortuite à la suite d'un bilan de contrôle ou d'un bilan de santé. Vous n'avez aucun signe. À la phase de chronique, c'est pendant cette phase que nous avons des signes. Ces signes vont se traduire par une fièvre au long cours, un amaigrissement, une augmentation du volume de la rate qui peut être parfaitement associée. Là, on voit le ventre s'enfler. Le ventre s'enfle un peu, la rate augmente un peu, et puis ça peut être associé à une augmentation du volume du foie. Donc, en termes techniques, l'augmentation du volume de la rate, on appelle splénomégalie. Il constitue 75%, c'est tous ces malades qui sont à la phase chronique. 75% des malades ont une augmentation du volume de la rate et 10% ou 15% de l'augmentation du volume du foie. Mais c'est ça leur caractéristique. C'est valable pour tout le syndrome myéloprolifératif. Donc, à la phase
accéléré, nous avons la fièvre, nous avons un amaigrissement, nous avons tous les signes généraux, et puis nous avons également, sur le plan biologique, une augmentation du nombre des globules blancs qui va au-delà de 50 000, associés à la myélémie, c'est-à-dire des cellules intermédiaires pour le biologiste. Et c'est la myélémie, c'est les cellules intermédiaires, parce que toutes ces cellules sanguines subissent une transformation avant qu'on ne voie des cellules fonctionnelles. Donc, ce que nous voyons, globule blanc, il est parti de loin. Donc, au cours de cette transformation, des cellules souches jusqu'aux cellules fonctionnelles, il y a les cellules intermédiaires. Donc, vous verrez une augmentation du nombre de globules blancs associés avec des cellules intermédiaires qui ne sont pas des cellules fonctionnelles, à proprement parler, qui ne doivent pas exister dans le sang. Donc, c'est ce qui veut dire que si le médecin ne collabore pas convenablement avec son biologiste, oui, il va passer complètement à côté, il ne saura pas. Si le biologiste ne sait pas interpréter convenablement son hémogramme, il va passer complètement à côté. Parce qu'il ne faut pas se focaliser à faire un hémogramme simplement sans faire la cytologie du sang périphérique. C'est dans la cytologie du sang périphérique que vous aurez une myélémie. Et l'hyperleucocytose associée à une myélémie, une splénomégalie, déjà vous êtes dans la fourchette de la phase accélérée. Donc je comprends. Après cette phase accélérée, je m'excuse, il y a la phase de transformation. Cette phase, c'est la phase la plus horrible. Et cette phase n'est pas facile à prendre en charge. Cette phase, non seulement la prolifération va toucher la lignée blanche, mais ça peut toucher les autres lignées, la lignée rouge, ça peut toucher la lignée plaquettaire. En ce moment, il y aura un grand problème. L'hématopoïèse, le processus de remplacement continu du sang, qu'on appelle l'hématopoïèse, va être empêché parce qu'il va y avoir non seulement un envahissement du canal médulaire, là où se fait l'hématopoïèse, ce canal médulaire va être envahi par cette prolifération anacide portant sur la lignée blanche, sur la lignée granulocytaire, sur la lignée thrombocytaire et la lignée érythrocytaire. Alors c'est ce qui va nous conduire vers le tableau de pancytopénie, c'est-à-dire le tableau d'insuffisance médulaire. On le parle rarement dans nos jargons ici, mais il y a un tableau d'insuffisance médulaire qui se caractérise par une infection, le syndrome infectieux, le syndrome hémorragique et le syndrome anémique. Vous avez l'anémie, vous avez un risque de saignement à tout point de vue, et puis vous êtes exposé à toutes les infections possibles. Et quand vous parlez de syndrome médulaire, ça veut dire que le patient qui souffre de ce syndrome n'a plus la capacité de produire du sang. L'hématopoïèse est déjà bloqué. Est déjà bloqué. Donc on ne peut plus remplacer ces cellules-là, à moins qu'on transfuse le malade. Et c'est ce qui est cette phase qui est plus difficile. C'est pour cela qu'il est conseillé, pour tous les cancérologues, de voir tôt que de le voir tard. Parce que si vous êtes à la phase chronique, c'est diagnostiqué. C'est facile, qu'on vous soumet à un traitement. À la phase chronique, c'est possible, on peut le gérer. Mais à la phase de transformation, vous avez un tableau de leucémie aiguë. Ce n'est plus leucémie chronique, vous avez un tableau de leucémie aiguë avec ces trois syndromes, syndrome d'insuffisance, syndrome anémique, syndrome hémorragique et syndrome infectieux. Avec l'accentuation de l'altération de l'état général. Le malade maigrit, il ne mange pas, il peut saigner à tout moment, il est tout anémié, sa splénomégalie est superment augmentée. Bon, sur le plan biologique, si tu collabores convenablement avec ton biologiste, s'il se connaît dedans, il sait qu'il va avoir une basophilie, au lieu qu'on ait une myélémie à la phase chronique et à la phase de phase d'accélération. À la phase de transformation, nous aurons une blastose, c'est-à-dire des cellules immatures même que nous allons avoir pendant cette phase, qui vont venir bloquer l'hématopoïèse et induire les trois syndromes d'insuffisance médulaire. C'est ça le problème. Et oui, c'est bien compliqué et vous parlez effectivement dans votre explication. Néanmoins, moi je comprends, je ne sais pas avec les aimables téléspectateurs,
que dans cette procédure, dans cette évolution du cancer, d'abord les cellules cancéreuses vont attaquer les globules blancs que vous avez nommés les soldats, et ensuite, si rien n'est fait, ces cellules vont encore attaquer la lignée rouge, donc les globules rouges, et ensuite les plaquettes. Oui, parce que Donc, cette prolifération anarchique va affecter les autres lignées, et finalement, ça va bloquer non seulement comment on appelle, l'hématopoïèse en attaquant, disons, le système médulaire, vous l'avez dit, je vous ai bien compris. Je voudrais juste souligner qu'à vous écouter, nous sentons que ce diagnostic ou bien cette question liée au cancer du sang est beaucoup plus basée sur la biologie. Bien sûr. Et donc, je sais que la Guinée a un plateau technique restreint. Oui. Est-ce que, avec ce plateau restreint, vous pouvez nous dire comment d'abord se fait le diagnostic de ce type de cancer de sang, et avec les moyens limités en Guinée, comment vous vous y prenez? Très bien. C'est si simple que ça. Le diagnostic des cancers liquides repose sur l'hématobiologiste. C'est lui qui prélève le malade, qui va observer et qui va se prononcer. Bon, nous avons des sérieux problèmes parce que nous n'avons pas d'hématobiologiste spécialiste sur le sol. Bon, le diagnostic du cancer du sang, surtout de la leucémie myéloïde chronique, repose sur 4 examens. Si les 2 premiers examens peuvent être convenablement faits chez nous, les 2 autres ne peuvent pas être faits chez nous. Nous ne sommes pas le seul. Le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin sont tous dans ces programmes-là. On n'a pas les moyens de faire la cytogénétique. La cytogénétique et la biologie moléculaire ne se fait pas chez nous. Par contre, l'hémogramme et le myélogramme, qui sont des examens qui ne peuvent se faire convenablement chez nous, à moins que vous rencontrez celui qui peut le faire convenablement. L'hémogramme. Par défaut de personnel qualifié ou bien par défaut Non, technique? Bon, vous savez, il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation qui est un problème réel à Guinée. D'accord. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas tellement de ça, mais je veux savoir, est-ce que en Guinée, nous disposons, disons, des équipements de laboratoire fiables? Oui, on a bien sûr l'hémogramme et le myélogramme qui se fait convenablement chez nous. Moi, je le fais souvent. C'est un problème d'interprétation. On fait l'hémogramme. L'hémogramme comprend 2 parties. Il y a une partie quantitative et une partie qualitative. Dans la partie qualitative, que vous devez réaliser un frottis. Et quand vous faites un frottis, vous verrez la morphologie des cellules. Et la partie quantitative va vous donner l'information sur la prolifération de la lignée. Si la prolifération porte sur les globules blancs, sur les soldats, eh bien, l'étude quantitative va vous montrer. Parce que l'étude quantitative de l'hémogramme comprend le nombre de globules rouges, le nombre de globules blancs, le taux d'hémoglobine et les constances hématométriques. C'est ça l'étude quantitative. Maintenant, l'étude qualitative, c'est là où il faut établir la formule lépocytaire, c'est là où il faut faire ressortir les différentes formes de la cellule. Et quand on parle de cancer, on parle d'une prolifération. Cette prolifération, c'est-à-dire une augmentation du nombre de façon anarchique, s'il domine sous la lignée, vous êtes obligé de connaître quelles sont les formes de ces cellules-là. Est-ce que c'est des cellules intermédiaires qui correspondent à notre diagnostic de leucémie myéloïde chronique? Donc, le diagnostic repose sur l'hémogramme, le myélogramme. Le myélogramme, c'est quoi? Le myélogramme, c'est la ponction médulaire. On ponctionne, on prend la moelle, on met sous la lame, on analyse. Nous avons tout l'équipement. D'accord, ça veut dire, à vous entendre, le diagnostic de certitude est possible en Guinée? Bien sûr, on peut, dès que vous avez l'hémogramme, vous avez le myélogramme, vous avez déjà, en tout cas en Afrique, c'est ça l'essentiel pour le moment, parce que nous n'avons pas de photocytoplie, mais le diagnostic de confirmation de la leucémie myéloïde chronique est la cytogénétique et la biologie moléculaire. Cette cytogénétique va nous mettre en évidence les différentes translocations du chromosome Philadelphie. Alors, si nous n'avons pas la cytogénétique nous confirme que le chromosome Philadelphie est absent, on est obligé de faire la biologie moléculaire qui va nous montrer effectivement qu'il y a soit le chromosome Philadelphie, soit son équivalent
moléculaire qu'on appelle ABL-BCR. D'accord. Ces deux examens ne se font pas chez nous, mais comme les autres pays, justement comme les autres pays environnants, on peut prélever. Nous avons eu le kit auprès d'un labo accrédité en France, un labo performant, qui a fait ses preuves partout, qui réside en France. Dans les autres pays, ils envoient leurs examens là-bas. Nous prélevons ces malades, nous conditionnons que ce soit la moelle de sang, à partir du labo guinéen, du laboratoire de Donka, nous envoyons en France tous les examens que vous voulez, on peut prélever, on envoie dans les 24 heures, les résultats sont là. Et ce sont ces résultats-là qui vont peut-être permettre aux malades d'adhérer au programme JIPAP. Le programme JIPAP, je crois que nous en parlerons un peu plus vers la fin de l'émission. Mais à vous entendre parler, ça rassure sur le diagnostic. Mais pour être curieux, vu que ce diagnostic de certitude est possible en Guinée, pouvez-vous nous parler du coût? Parce que ça peut être la même curiosité. Voilà, c'est très bien. Le coût, il faut en parler parce que si l'hémogramme, le myélogramme se paye facilement chez nous, c'est moins cher. Hein? L'hémogramme à l'automate, je crois que ça doit être dans l'ordre de 20 000, 25 000. Le myélogramme, c'est 75 000 officiellement le prix. Mais la cytogénétique, le prélèvement du sang ou de la moelle envoyée en France, le prix que le labo nous impose, c'est 300 €. 300 € si c'est la cytogénétique. La biologie moléculaire, c'est 400 €. Mais quand tu fais ces examens, il faut les faire sur des bases solides déjà qu'on a déjà balisées dans l'hémogramme et le myélogramme. On a la certitude qu'en faisant ces examens, on va vraiment confirmer cette maladie et puis ça va nous amener à intégrer un programme international pour bénéficier d'une prise en charge gratuite. C'est ça l'avantage aussi. Mais nous ne sommes pas le seul. Hein. La Guinée est le dernier pays dans la sous-région à intégrer les JIPAP. Ok, on en parle un peu plus. Moi, je voudrais, avant de venir sur cette histoire de JIPAP, parce que ça aiguise ma curiosité et quand je sens le coût de cet examen, je sens que les patients guinéens, le Guinéen moyen qui malheureusement souffre de ça, aura de la peine à venir à bout. Donc, mais avant de parler de cette structure que vous représentez à l'hôpital national Donka, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la prise en charge de ce cancer de sang? Voilà, bon, quand je suis rentré pour ma formation de spécialisation, j'ai trouvé qu'il y avait un protocole on se nageait dans le protocole en fait. Il n'y avait pas réellement une prise en charge correcte comme il faut. La chimiothérapie conventionnelle, c'est clair, pour les leucémies myéloïdes chroniques, c'est l'hydréa, c'est le bisulfan, c'est l'interféron associé à une forte corticothérapie. Alors je me suis battu auprès du chef de service que nous venons au moins à ramener nos traitements à cette chimiothérapie conventionnelle parce que c'est ce qui se fait dans tous les autres pays environnants, à défaut du traitement idéal qui est le Glivec, mais qui coûte cher. Et il faut avoir fait ces examens avant que les gens n'acceptent qu'on te donne. Une boîte de Glivec coûte 2500 €. Une boîte de Glivec coûte 2500 € qu'il faut suivre ce traitement pendant de 3 à 42 mois, ce qui veut dire que ce n'est pas facile. Pas du tout. Donc, accepter de faire cette cytogénétique, 300 € pour bénéficier de tous ces dons, comme nous venons de remettre tout à l'heure à un malade que la société Vallée et Zacopé ont sponsorisé son examen. Eh bien, depuis que cet examen a été confirmé, ils l'ont envoyé une valeur de 240 millions. Donc, ça me laisse comprendre que le traitement, avant de parler de la prise en charge, est basé sur ce que vous appelez le Glivec, c'est ça? C'est le traitement en première ligne, c'est ce qui est recommandé par l'OMS, le collègue des Américains, le collègue des oncologues américains et français. C'est le Glivec. Mais le traitement palliatif... C'est une molécule ou bien c'est un inhibiteur de la tyrosine kinase. Comment le Glivec s'administre? C'est un anticancéreux oral, si simple. Les comprimés, ça veut dire. Des comprimés si simples que ça. Et qui est moins toxique par rapport aux produits de la chimiothérapie conventionnelle. Ça veut dire, docteur, à vous entendre, ce type de cancer de sang a un traitement plus spécifique parce que le professeur Anis a dit que vous connaissez bien,
sans nul doute disons de polémiquer, nous a éclairé la lanterne que le traitement aujourd'hui évolue en matière de lutte contre le cancer et surtout axé sur les trois aspects, c'est-à-dire la chimiothérapie, la radiothérapie, mais aussi la chirurgie. Voilà, donc ça veut dire avec le cancer de sang, il faut juste partir avec ces molécules de Glivec. Le médecin... On n'a pas besoin de la radio. Non, les médecins hématologues, absolument, c'est comme toutes les cellules cancéreuses quand on veut combattre, parce qu'il faut s'assurer qu'il y a une rémission complète. Tant que la rémission... D'abord, vous passez par la chimiothérapie. Vous faites la chimiothérapie, c'est les anticancéreux qu'on donne aux malades, mais ils sont un peu toxiques. Vous avez les effets secondaires de ces produits. L'hydréa, par exemple, il peut induire chez un jeune à ne plus faire d'enfants. Un interféron, c'est la même chose. Donc ces produits-là sont toxiques. Mais leur objectif, c'est de réduire cette prolifération anarchique. Alors, mais il y a des effets secondaires. Cette réduction, il ne va pas choisir la ligne rouge, la ligne blanche, la ligne plaquettaire. Lui, il va taper toutes les cellules pour faire descendre. C'est ce qu'on appelle induit une aplasie. Alors, quand il réduit ces différentes cellules, que ce soit des cellules normales ou des cellules cancéreuses, il ne fait pas de distinction. L'avantage du Glivec, il ne joue que sur les cellules cancéreuses. Est-ce que vous avez compris? Donc, les autres lignées sont épargnées. Mais il est coûteux. Donc, la chimiothérapie conventionnelle, non, vous ne le retrouverez pas parce que ça ne peut pas se vendre. Même l'ONG qui donne, demande des conditionnalités qu'il faut respecter. D'abord, si tu dois... Cette ONG, c'est le JIPAP? C'est le JIPAP. Le JIPAP, c'est le Glivec International Programme Assistance. Ah, donc beaucoup spécifiquement basé La Guinée a été élue, ça fait 2 ans on se bat. Pour ça, la Guinée a été élue comme le 81e pays dans le monde. Adhérent à JIPAP. D'accord, parlons-en. Le débat oblige, nous allons parler de ce JIPAP. Dites-nous, c'est quoi effectivement le JIPAP? Je sais maintenant qu'il est en Guinée, dans notre pays, et quelle est la portée de sa présence dans ce pays? Oui, d'abord, il faut se dire que la plupart de nos gens, de nos malades partaient souvent, ceux qui souffrent de cancer du sang, partaient au Sénégal, étaient évacués au Sénégal, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Mali, pour aller se faire traiter. Et quand ils vont, on les fait enrouler dans le programme JIPAP, mais on les exige des examens. Alors, ces examens, une fois apportés, la preuve apportée, alors tu bénéficies d'un traitement gratuit. Le JIPAP est né de la lutte de beaucoup de gens aux États-Unis qui ont compris que, bon, si vous avez trouvé un produit qui doit faire l'affaire, qui doit traiter réellement le cancer du sang tel que la leucémie myéloïde chronique, mais ce n'est pas seulement le cancer du sang, il y a le cancer stromal gastro-intestinal, la maladie de Darrier, donc c'est 3 types de cancers qui ne se traitent pas facilement, parce que si c'est le Glivec qui doit être écrit en première ligne, il faut absolument que vous soyez dans le programme. Donc, le fait que la Guinée a intégré le programme JIPAP, nous avons été désenclavés. Maintenant, la lutte, c'est de faire des plaidoiries auprès des miniers, auprès de toutes les bonnes volontés, qu'on facilite nos malades qui sont dans nos mains, qui veulent vraiment accéder à ce traitement Glivec, mais qu'il faut apporter la preuve cytogénétique. Dès que nous avons l'appui du gouvernement, l'appui des bonnes volontés, des ONG internationales, que ces gens-là facilitent ces examens, une fois que ces examens sont confirmés... Les examens qui coûtent 300 €. Qui coûtent 300 €, vous bénéficiez d'une prise en charge gratuite. Le produit, quand ça vient de malade, quand on vous donne le Glivec, une boîte de Glivec, vous finissez de prendre, vous ramenez la boîte vide, le JIPAP gère ça, c'est ce qu'il gère. Le JIPAP est géré par l'Axio International, une ONG internationale qu'on appelle Axio International, c'est ce qui gère dans le monde. Le fournisseur du Glivec, c'est le laboratoire fabricant, le labo de Novartis. Vous avez d'autres structures américaines qui facilitent d'abord l'admission du pays dans le JIPAP et du médecin dans le JIPAP. Il faut que le médecin c'est-à-dire que le médecin soit vraiment un médecin hématobiologiste,
qui soit capable de faire ces examens, de les interpréter complètement. Docteur Camara, le temps nous prend déjà. Oui. Ça veut dire que cette structure internationale est vraiment censée appuyer les Guinéens qui souffrent du du cancer de du sang, sang, et notamment la leucémie myéloïde chronique. mais aussi des cancers stromales gastro-intestinal en chirurgie, mais le dermofibrosarcome protubérance en dermato. En dermato. D'accord, ce qui est bien dit, et la conditionnalité est apporter axée sur la le preuve. résultat. Pour le résultat, pour la leucémie myéloïde chronique, c'est la présence du chromosome filaire. Il faut prouver. Oui, ça, il faut pour prouver. pour le cancer stromal gastro-intestinal, le kit de CD117 qu'il faut apporter. Le kit CD117. Je crois que toutes ces conditions sont à remplir parce que nous sommes engagés auprès non seulement du labo qui doit nous faciliter ce truc, le labo international, et puis nous faisons les diagnostics préliminaires chez nous. J'invite vivement les Guinéens de ne pas rester statique. Il faut souvent faire des bilans de contrôle. Le temps nous presse déjà. Oui. Depuis quand cette ONG internationale a démarré rapidement? Bon, c'est depuis 2001 que l'ONG a démarré aux États-Unis. Et puis en 2005, ça a été un grand programme international. Il a pris tous les pays parce qu'il fallait apporter ces pays africains qui ne vont pas avoir les moyens de se payer ces produits. Qu'est-ce qui a empêché la Guinée d'adhérer? La Guinée, parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur crédible. Il y avait un hématobiologiste, c'est-à-dire un hématologue qui est capable de prélever, d'analyser et puis de porter la preuve que oui, effectivement, il y a une suspicion de cancer. C'est ça notre problème.